la bienvenue à cette activité qui devient vraiment un rendez-vous. On est toujours très, très content de vous avoir avec nous pour échanger, discuter au sujet de la recherche-création. Ce programme de conférence, à la fin de l'année 2015-2016, nous permet de recevoir des enseignants de l'école d'art. Et avant, on disait École des arts visuels, maintenant on dit École d'art. Donc, après tout notre programme sur l'art et les espaces publics, on a la chance, je pense, d'avoir avec nous des enseignants. Je voudrais d'ailleurs souligner que la conférence qui a été annulée, la conférence de Chantal Neveu, va être reportée heureusement. On sait que la conférence de Chantal a dû être annulée pour des raisons vraiment dehors de son contrôle. Et ça nous fait vraiment plaisir là, de l'accueillir au début de l'automne. Elle reviendra nous parler de son travail. Ce printemps, on a la chance donc d'avoir Marie-Christiane Mathieu et Jocelyn Robert qui vont venir échanger avec nous les résultats de leur recherche. Et aujourd'hui, donc, ça fait vraiment plaisir de vous présenter Marie-Christiane Mathieu, ceux et celles qui ne la connaissent pas. Donc, Marie-Christiane est enseignante, professeure ici à l'école. Elle va nous parler de son travail le plus récent. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur les dates, tout ça, ben, on a produit un petit dépliant. Alors, on l'amène toujours à chaque fois, si vous voulez. On est sur le socle ici derrière. Si vous avez des questions, venez me voir. J'en profite pour souligner que le travail de la galerie, c'est un travail d'équipe. Donc, je voulais remercier Bernard Paquet et Richard Baillargeon, qui sont mes complices dans tout ça pour le comité galerie. Et puis, toute l'équipe étudiante, encore une fois, qui est ici ce soir. Donc, ça me permet officiellement, je les remercie beaucoup, mais ça me permet officiellement de vraiment les remercier et de leur dire à quel point leur énergie et leur complicité m'est chère. Donc, Marie-Christiane, je te laisse tout de suite la parole. Et puis, je te laisse aussi présenter tes complices, parce que toi aussi, tu as des complices. Oui. Ben, en fait, je vais les présenter au fur et à mesure, mais en fait, je pourrais déjà présenter Geneviève Gasse qui est ici. Il y a Andréane Perron qui a aussi collaboré au projet, Cynthia Fecteau aussi, qui suit le projet de près, donc qui va écrire l'article qui va paraître dans la revue de la galerie. Donc, merci d'être là. Geneviève va venir me rejoindre tout à l'heure pour poursuivre la présentation. Donc, je vais commencer à lire un texte, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ma pratique, sur la pratique, sur mes intentions, sur mes projets de recherche. Donc, j'ai condensé ça dans un 3 pages de texte. Et puis, par la suite, je vais entreprendre une discussion où Geneviève va venir poursuivre la présentation du projet et on va avoir une discussion. Donc, le projet qui est présenté à la galerie en bas, à la galerie, s'intitule « Musique de char, toujours plus à l'ouest ». « Toujours plus à l'ouest », c'est une phrase célèbre du professeur Tournesol. Donc, c'est totalement inspiré de la phrase du professeur Tournesol. Donc, est un projet interdisciplinaire de recherche-création qui utilise un camion-outil, c'est-à-dire un laboratoire, station radiomobile, un atelier de production et une maison sur roue, dans le but de créer un corpus d'œuvres et d'actions performatives qui prennent forme sur la route. Le projet explore le concept d'être, A-I-T-R-E, à travers des identités mixtes, réelles et virtuelles, du camion-outil alors que nous nous déplaçons dans le paysage autoroutier entre différentes villes. Transformer l'imprévisibilité du voyage en un projet d'art est le point de départ de cette recherche. Ce travail de recherche-création doit se comprendre comme un tout performatif. Donc, l'être, c'est quoi l'être? Donc, comme je vous ai dit, c'est une combinaison du mot A-I-R, l'air dans laquelle on se situe, et l'être, l'individu. Donc, c'est la bulle dans laquelle chacun de nous vit. L'être est au cœur de même de tout ce qui anime mon travail d'artiste-chercheur depuis la fin de mes études. Le mot est un anachronisme, pour ne pas dire un archaïsme, qui, suivant Georges Didi Huberman et Henri Maldiné, a la particularité phonétique en français de retourner une notion de lieu vers une question d'être. L'ouverture qu'offre l'être permet d'entrevoir l'élaboration d'un dispositif
par lequel l'individu existe à travers une forme englobante, sans contour déterminé, grâce à un ensemble de relations ayant cours dans des lieux fréquentés simultanément. Alors, je parle simultanément, alors ça peut être en réseau, être ici, être en réseau avec quelqu'un ailleurs. Donc, c'est la possibilité d'être à différents endroits en même temps. Ainsi, il ne serait plus possible de penser l'être seul, mais l'être bulle ou enveloppe, avec tout ce que cela comporterait d'états suspendus, de points de chute, de flux, de rencontres, de déplacements, d'interactions, d'acclimatation. L'habitacle du camion répond à ce qui caractérise l'être en rassemblant dans un minimum habitable tous les appareils technologiques de communication pour rester auprès de soi et auprès des autres alors que nous nous déplaçons réellement sur la route d'un point à un autre. Le camion devient à cet égard un outil d'exception dans la présente recherche. Ce projet sur la route est incontestablement lié à mes nombreux déplacements que j'effectue moi-même d'une ville à l'autre. En effet, en 2009, une partie de ma famille immédiate, jusque-là installée à Montréal, a immigré aux États-Unis, alors que je venais tout juste d'avoir un poste de professeur un peu plus tôt, en juin, à l'Université Laval à Québec. Cette situation fait écho aux multiples mouvements de migration dans nos sociétés selon un phénomène analysé dès 2001 par Paolo Virno dans son ouvrage Grammaire de la multitude. Motivé par des raisons politiques, économiques et climatiques, ce mouvement est appuyé parallèlement par une augmentation significative du tourisme issu des nouvelles classes sociales fortunées. Nicolas Bourriaud indique dans son essai Radicant qu'environ 175 millions d'individus vivant sur la planète sont dans un exil plus ou moins volontaire et que le nombre augmente d'environ 10 millions chaque année. Il part de la banalisation du nomadisme professionnel et de la circulation sans précédent des biens et des services. Bourriaud constate que l'artiste est devenu la figure du migrant par excellence, une idée partagée par Pascal Gillen dans son essai The Murmuring of the Artistic Multitude, Global Art, Memory and Post-Fordism. Gillen écrit que la capacité de l'artiste à se déplacer et à s'adapter est à l'origine d'une économie immatérielle fondée sur l'itinérance, la créativité et l'innovation. Gillen va même jusqu'à écrire que la logique du monde, de l'art, ne s'inscrit plus dans la marge, mais au cœur de notre société. Il ne s'agit pas d'une société esthétisée par l'art, mais d'une société qui a intégré la logique de l'artiste, ses façons de vivre et de travailler. Donc, les objectifs de ce projet étaient de construire un laboratoire sur roue, de former une équipe, de créer des œuvres sur la route. Le laboratoire fait partie de ma pratique depuis toujours. Le premier a été installé au département de recherche et développement à l'Office national du film en 1986. De 1986 à 1989, j'ai construit avec l'aide d'étudiants de l'École polytechnique de Montréal une caméra d'animation holographique et un système de visualisation qui m'ont permis de produire des œuvres holographiques en mouvement. En 2001 est né le laboratoire de poche. Ce laboratoire permettait des déplacements d'une ville à une autre grâce à la souplesse des réseaux numériques. Dans le cadre de mon projet doctoral, j'ai rassemblé par l'intermédiaire d'Internet et de mon laboratoire de poche une dizaine d'artistes répartis sur l'axe nord-sud panaméricain afin de produire plusieurs sessions de travail collaboratif visant la création d'une œuvre interactive intitulée « Monument du vide ». Donc, je vais vous montrer ici un extrait d'une des séances. Vous allez reconnaître des gens, parce que bon, ça fait quand même un certain temps. Il y a des gens qui ont trouvé des postes un peu partout. Donc, ça date de 2001. 2001. Alors, on va écouter. Donc, il n'y avait pas de Skype encore, l'Internet commençait, donc il y a des choses qui sont
peu archaïque encore. C'est en quelle année? En 2001. OK. Donc, il y avait des gens de l'Espagne, d'Argentine. C'est Gabriela Golder qui est venue en résidence ici à la Chambre-Blanche. Ça marche-tu? Donc, c'était un travail où on créait des parties d'un corps virtuel en ligne. Donc, on avait trouvé un serveur, on travaillait à même un serveur, les gens allaient piger dans les ressources qu'on mettait sur le serveur, ils manipulaient, ils mettaient de l'interaction, même qu'on travaillait avec des écrans interactifs. Donc, il y avait une construction continue entre tous ces gens qui étaient vraiment chez eux, assis à leur ordinateur. Alors, je vais poursuivre mon texte. En 2012, je recevais une subvention appui au projet novateur du FRQSC pour le projet Musique de char qui intégrait simultanément les caractéristiques physiques des infrastructures routières et le patrimoine invisible transmis par voie des ondes radio afin de créer un projet sonore parallèle au trajet parcouru par les utilisateurs de l'A20. Alors là, on va aller... C'est à ce moment qu'a émergé l'idée du laboratoire sur roue, avec tout ce potentiel et de nombreuses possibilités qu'il offrait, tant comme outil de travail qu'objet de réflexion, voire d'objet d'art. Et donc, c'est à ce moment-là que Geneviève était étudiante à la maîtrise, elle venait juste de débuter, et sa pratique était pas similaire à la mienne, mais avait beaucoup d'affinités. Puis je me disais, mais ce serait probablement une bonne étudiante, quelqu'un d'intéressant pour
travailler sur le projet. Donc, Geneviève est venue travailler dans les différents véhicules qu'on a loués. On a commencé par une voiture. Après, la voiture était trop exiguë, alors on a continué dans un petit véhicule. Et je vais vous faire entendre une capture qu'on a prise sur le boulevard Champlain. Je ne ferai pas tout entendre, mais j'aimerais que vous l'écoutiez. Donc... Donc, c'est assez étrange comme son, parce que c'est des sons qu'on n'a pas trafiqués du tout. C'était vraiment tel quel, des gens qui parlent dans un anglais avec un accent du Sud. On était très intrigués par la chose. Geneviève a fait des recherches pour se rendre compte que c'était des communautés du Sud des États-Unis qui utilisaient probablement des amplificateurs et qui réussissaient à émettre partout. On les a trouvés sur toute notre route le long de la transcanadienne. Et donc, le but de Musique de char était, mais est toujours, parce que le projet n'est pas terminé, de transformer cette musique-là, ces sons-là, en une musique qu'on pourrait écouter sur nos radios. Donc, on a fait beaucoup de tests en prenant ces ondes-là et en les transformant en temps réel dans l'auto, pour créer ce type de son-là, qui était un premier essai. Donc, je vais arrêter, mais bon, c'est une première tentative d'être dans la voiture. Geneviève capture les fréquences en direct et on les transforme en direct et ça arrive dans l'autoradio, donc on les entend par les haut-parleurs de la radio. Bon, maintenant, l'idée, c'est de le transmettre aux autres autos. C'est là la complexité du projet. Donc, pour terminer mon introduction, je veux juste parler de ma recherche création universitaire, parce que c'est pour moi de plus en plus important de parler de ça, dans le sens où ma recherche création à l'université se transforme en forme pédagogique. Les étudiants qui participent à ces recherches se transforment en personnes ressources grâce aux compétences qu'elles développent dans le projet. Geneviève est devenue une spécialiste du scanner. En fait, on va en parler tout à l'heure. Andréane, le montage, je pense que le montage du vidéo qui est en bas lui a quand même offert une bonne possibilité de pratique. Et donc, ils deviennent quasiment des spécialistes. Cette matière-là de recherche, c'est une matière plastique qui se développe et se transforme au fur des sessions. Je l'évalue avec les étudiants. Je l'améliore, la rends plus souple, plus fluide. Pour leur part, les étudiants intègrent ces notions à leur propre recherche, réfléchissent à des sujets connexes, à des activités et ils activent les concepts dans leur production.
Un réel dialogue s'établit alors entre nous. Le projet de recherche est ainsi sans cesse poussé. Une synergie s'installe alors et parvient à propulser le travail dans diverses directions, souvent très surprenantes. Et c'est là que je demanderais à Geneviève de venir, parce qu'en fait, Geneviève, elle a poussé pas mal le projet par sa présence. Bon. Bonjour. Je suis étudiante. Je suis plus étudiante, mais je me sens comme une étudiante encore. Ben non. J'étais étudiante pour Marie-Christiane en 2012, puis c'était ma directrice de recherche. C'est ça, j'ai participé à son projet, comme elle dit, qui est musique de char depuis ce temps-là, qui se poursuit encore aujourd'hui, dans le fond. On n'a jamais... on s'est jamais lâché. Dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai trouvé que c'était un projet qui était très formateur, même encore aujourd'hui. Il y a des choses que j'aurais jamais fait, puis qui ont dépassé mes propres limites en tant qu'étudiante, puis même en tant qu'artiste, qui m'ont apporté aujourd'hui plus de facilité, admettons, à créer, à être dans le projet aussi, puis à m'impliquer. Puis c'est ça, dans le fond, moi, à la base, mon premier rôle, c'était d'être une radio-écouteur. C'est-à-dire que c'était moi qui captais les fréquences. Mais à la base, j'avais vraiment aucune connaissance de l'appareil, du récepteur, ni de ce qui était, dans le fond, une fréquence. Je connaissais pas les bandes AM, FM, je connaissais vraiment rien. Donc, il a fallu que je parte de zéro. Puis ça a été vraiment un monde inconnu à découvrir, puis qui est très intéressant au bout de la ligne. On se rend compte qu'il y a vraiment un monde qui existe en dehors de ce qu'on entend, qui est inaudible à l'oreille, mais qu'il y a tout un monde qui existe en dehors de ça, qui agit sans qu'on l'entende ou le voit. Dans le fond, je voulais vous lire quelque chose que j'ai écrit pour Marie-Christiane dans les premiers temps, la première conférence qu'on a faite. Je me souviens plus, c'était en 2013. En 2013, pour expliquer un peu comment j'ai vécu ça au début, parce que je voudrais comme parler peut-être d'un vécu aussi de l'expérience avec Marie-Christiane. Donc, j'avais écrit mes premières opérations radio. Après quelques mois de recherche, j'ai décidé d'appliquer la pratique à la théorie. J'ai entrepris une première sortie en voiture de manière solitaire, équipée de l'antenne de radio et du récepteur ICON 2500R. Je me suis arrêtée à Laurier Station, sur les abords de l'autoroute. Cette expérience a été infructueuse. J'ai dû reprendre ce processus plusieurs fois en changeant mes méthodes et mon approche afin de comprendre les erreurs de connexion possibles, de trouver la bonne fréquence, de rendre audible l'imperceptible. Le 1er décembre 2012, j'ai fait un voyage entre Québec et Villeroy en empruntant la voie parallèle à Jean-Lesage, le chemin Saint-Olivier. La vitesse de déplacement de ma voiture était de 40 km/h et je m'arrêtais souvent afin de procéder à une écoute plus approfondie des ondes. Ce procédé visait à apprivoiser mes instruments et à trouver une méthodologie de captage transposable à une vitesse de déplacement plus rapide. Sur l'autoroute 20. Une première écoute a été possible à 12h30 à Saint-Nicolas. Elle s'est poursuivie jusqu'à Saint-Apollinaire. Elle provenait du site d'émission de l'aéroport Jean-Lesage de Québec. Dans le fond, pour moi, c'était un moment important, parce que ça faisait très longtemps que je tentais de capter quelque chose, puis j'étais un petit peu déprimée. Je me sentais incompétente un peu dans le domaine. Donc, la première captation, ça a été quelque chose de merveilleux. Puis après ça, on dirait que c'était tout un monde à découvrir de curiosité. Sur l'autoroute 20, c'est là que, dans le fond, je connaissais l'autoroute 20 au complet. Je savais chaque fréquence qu'il y avait pratiquement sur les autoroutes 20, tout ce qu'on pouvait entendre. Mais quand on a fait le voyage sur la transcanadienne... Alors là, c'était un autre voyage. C'était un inconnu. Là, on a passé de la 20 à la transcanadienne, de Fogo Island jusqu'à Nanaimo. Ça a été le voyage qu'on a fait pendant 2 mois. Donc, ouais. Fait que c'était pas la même relation que j'avais, car c'était un univers qui était inconnu, les ondes étaient plus difficiles à capter, il fallait que je réadapte le travail. Puis on a réadapté à peu près toute notre façon de procéder à ce moment-là.
Ben, le prétexte du voyage, c'était une capture de son, mais ça a terminé par beaucoup d'autres choses. Dans le fond, c'était un prétexte de vouloir capter les sons. Puis après ça, c'est ça, nous, on utilisait le contexte dans lequel on était pour transformer le voyage selon ce qu'on vivait à travers le voyage aussi. Dans le fond, même notre façon d'être changeait au fur et à mesure que le voyage avançait. Peut-être que je peux montrer une autre vidéo de la... Attends, c'est pas ça. Donc, bon... Alors, c'est un PowerPoint transformé en vidéo. J'espère que c'est ça. Alors, ça montre un peu l'aménagement de notre intérieur. Alors, c'est le camion. Et bon. Et comme vous voyez, on s'est trouvé des uniformes. En fait, ça s'est fait très spontanément. Et dès qu'on a mis ces casquettes, ces chemises, on a vraiment eu l'impression que le projet était commencé. On a eu l'impression qu'il y avait une forme qui était en train de se faire, d'être construite, là. On était dans un projet d'art. Dans le fond, on essayait aussi un peu de détourner l'autoroute par notre présence, puis de faire partie de... pas détourner l'autoroute, mais détourner l'idée du voyage, changer notre... Oui. Mais je sais pas. C'est beaucoup dans le détournement. Depuis ce matin, elle parle du détournement, puis moi, je trouve qu'on était tellement sur l'autoroute. Non, c'est pas ça, c'est ça. C'était pas un détournement, excusez-moi. C'est plus qu'on finissait par intégrer. Au début, moi, j'avais l'impression de détourner, mais au fur et à mesure que ça avançait, finalement, je prenais mon propre rôle. C'était rendu moi qui s'intégrait au projet, finalement. C'est peut-être ça que je voulais dire par là. C'est sûr, là, on est rendu totalement absorbé par le projet. Ça, c'est la caméra, la chambre dans laquelle la caméra obscura a été construite. Les images que vous voyez à la galerie ont été faites. C'est le fameux papier sur lequel l'image arrivait. Le petit sténopé. Et là, c'est comme ça que ça se présentait, les images à l'envers. Donc, c'était pas aussi... Là, je les ai travaillées, mais je les voyais pas, ces images-là. Ces images-là étaient... je voyais, tout était noir. Donc, c'est ma caméra qui saisissait ces images-là. Et je les ai, par la suite, travaillées pour faire ce qui est présenté en bas. Donc, là, il va y avoir une belle petite image ici du BAM Center où est-ce que j'ai terminé ce parcours-là pendant une résidence d'1 mois. Ça m'a permis de tout rassembler, les documents, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de vidéos qu'on a pris. On a pris au-dessus de 200 heures de... 200 heures de... Combien? 200... C'est toi qui es bien placé, là. De vidéos... 200. En fait, 200 heures qu'on a regroupées en 75 peut-être. Il y a eu beaucoup de choses de couper, de rassembler, de monter. La même chose pour le son, parce que Geneviève, à chaque fois qu'on partait les caméras, Geneviève enregistrait le son. Donc, il y avait des choses, des fois, t'entendais des trucs, des fois, il n'y avait rien. Moi, j'aimerais ça que tu me parles de ton observation sur les fréquences radio là, par rapport à l'économie ou les... Dans le fond, c'est ça. C'est que ce qui est intéressant, c'est que souvent, on traverse justement un paysage, puis il y a des villages autour, il y a des choses qu'on voit pas, mais on voit les pancartes, on sait qu'on est dans une ville, on est rendu à... Mousja. Salut, c'est drôle, c'était ça, je pensais. Puis on entend une fréquence qui vient de la ville, donc tout est interrelié. Le paysage, la fréquence qu'on entend, ça montre un peu la microculture dans laquelle on se trouve. Des fois, on entendait des radios amateurs. C'est comme si chaque groupe avait sa propre identité aussi sur les radiofréquences.
c'est ça, c'était un petit peu ça. Là. Mais on pouvait déterminer aussi l'activité économique des régions parce qu'en fait, on s'est rendu... on a entendu beaucoup de radios religieuses dans l'Est et dans l'Ouest, beaucoup de radios de train parce que le train est très présent. Donc, on peut sentir les activités culturelles qui ne sont pas des activités, ce n'est pas les radios commerciales là, qu'on écoute, c'est vraiment des fréquences qui sont achetées par Industrie Canada, par des organismes. Acheter une fréquence, là, ça coûte 90 $. C'est pas si pire. Il faut avoir un poste émetteur, là, il faut avoir un permis. Mais on peut avoir... les gens achètent des fréquences pour communiquer avec leur communauté. Donc, rejoindre les pratiquants, les gens de notre Église, c'est une bonne façon de rejoindre les gens. C'est peu onéreux et c'est très direct. Donc, des fermiers, on a entendu des fermiers sur la 20. Des personnes qui se parlent. Bien, aussi en Saskatchewan, j'en ai entendu aussi à un certain moment. Là, des fois, on voyait aussi justement le train tout le long, en fait, de la route. Le train nous a suivis ou arrivait dans un sens toujours en parallèle avec nous. Puis des fois, il y avait des industries, on voyait le train à côté qui était en train de... Puis on entendait les fréquences du train, les conversations des personnes. Donc, c'est intéressant. Ça donne des outils puis des résultats qui permettent peut-être d'aller plus loin là-dedans. Que ça fait ça donne des sons qui vont pouvoir être travaillés ou je sais pas, on verra. Bien, en fait, là, c'est sont intéressants pour l'instant. En fait, c'est la difficulté. Nous, on est parti avec l'idée de musique de char. Donc, on veut toujours garder cette idée de transformation des fréquences pour en faire une vraie musique. Donc là, on a beaucoup de matière pour travailler. Là, en ce moment, qu'est-ce qui est présenté à la galerie à travers les petites radios émettrices, c'est vraiment les documents sources. C'est vraiment la matière rough, là. Donc, c'est les grichements, c'est des paroles, des échanges. Mais tout ça, à un moment donné, on va vouloir le transformer d'une certaine façon. On parlait du voyage comme un tout performatif. C'est que pendant ce voyage-là, on s'est mis à faire des performances à l'intérieur du véhicule. Et vous allez voir, si vous allez à la galerie un peu plus tard dans le mois, là, bien, il finit bientôt, on va commencer à prendre cet espace-là comme un espace de travail qui n'est plus nécessairement une capture des fréquences, mais peut-être une occupation de l'espace. Est-ce qu'on peut peut-être signaler, Marie-Christiane, les gens qui n'ont pas vu l'expo, que chaque jour, on avance avec vous dans Exactement. Oui. Donc, chaque jour, c'est une journée nouvelle du voyage. Et donc, là, je crois, aujourd'hui, on est rendu au 8 octobre. Et donc, on avance. Demain, ça va être le 9, après-demain, le 10. Donc, on va se rendre comme ça jusqu'au 11 novembre. Je pensais que tu levais la main. OK. Donc, il y a beaucoup de choses à dire aussi sur la question du comment transformer un voyage en œuvre d'art ou en projet d'art. Parce que des projets, en fait, les projets en VR, il y a plein de gens qui sont en route. On a rencontré des gens qui vendent leur maison pour juste rouler sur la route, pour ne plus avoir d'ancrage. Il y a aussi la question de l'espace suspendu du véhicule. On est un peu dans une zone intemporelle. Le temps n'est plus le même. On est quand même dans un espace sur des roues en caoutchouc. Là, on ne touche pas le sol, on est suspendu, on avance. Et aussi, on avance dans le faisceau, le faisceau horaire. Donc, plus on avance, plus le soleil se couche tôt,
plus il se lève tard. En tout cas, les jours changent. Donc, on est dans cette bulle-là, on est toujours... C'est l'inverse. Je sais plus. C'est plus tard. C'est plus tard. Il se couche plus tard. Mais en tout cas, nous, en fait, on se levait. On pouvait plus. En fait, les journées rapetissaient. Il faut dire que les journées rapetissaient. Donc, nos moments de travail se réduisaient aussi. Donc, on était obligé de faire les choses beaucoup plus rapidement. Donc, on se levait, il faisait encore noir. Puis, rendu à 4 heures, le soleil était... couché, en fait. Et puis, par la suite, il était plus tard. Il était plus tard. En tout cas, on était très fatigués. On était très fatigués. On est parti comme ça. On était constamment dans un décalage horaire, dans une espèce de fatigue latente. Et là, le froid, il faut dire qu'on est arrivé au bout de l'hiver à moins 24 Celsius, et là, on n'était vraiment pas prête. Vraiment pas prête. L'hiver est arrivé. L'hiver est arrivé. Nous, on était donc, pas... moins 24 C'était pas supposé à Banff, un 10 novembre. Et donc, là, il y a eu une petite frousse. Donc, tout ça fait en sorte que on était deux là, à partager cette aventure-là. Mais non, on était toujours dans un projet d'art. Et donc, tout devient significatif aussi à l'intérieur. On devient réactif à tout ce qui arrive aussi. C'est sûr que le fait de vivre dans sa recherche, ça change quelque chose aussi. C'est habiter vivre dans sa recherche, chaque chose qui arrive. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit est important, prend une importance. C'est symbolique. Tout devient symbolique. Ouais. Puis, par la suite, alors, on se demande, bon, qu'est-ce qui fait qu'un voyage comme ça, comment on transfère le voyage? Qu'est-ce que, dans une forme d'art? Où est-ce qu'il est l'art? L'art, est-ce que c'est entre Geneviève et moi? Est-ce que c'est nous qui vivons cette un moment... c'est pas une performance, c'est quoi? On vit un moment, mais on est toujours dans cette idée de création, de changer quelque chose, changer la nature du camion, changer la nature de l'environnement, changer notre façon d'organiser le temps par des petites actions, par des changements dans la configuration de l'intérieur du véhicule. Et est-ce que là, on a une réponse ici parce que j'ai, en fait, concocté, en fait, l'exposition a eu lieu. Donc, il y a ça qui a été possible, mais tout le long de cette année qui s'est passée entre la fin du voyage et le début de l'automne, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces artefacts-là? Comment on les montre? Est-ce que ça va être intéressant? Qu'est-ce qui est intéressant à montrer quand on fait un voyage? On a vu dernièrement, il y a beaucoup d'expositions avec Patrick Beaulieu. Il y a même Carl à la Chambre Blanche, à l'œil de poisson, là, c'est Bouchard. Il y a cette idée du voyage qui est dans l'air. Tout le monde, tu sais, il y a vraiment une espèce d'engouement pour cette forme-là. Et je peux le réaliser dans le cadre de la maîtrise que je donne actuellement, qui porte sur le road trip. Et donc, j'avais un peu l'impression d'être comme un grain de sable dans le rouage de la maîtrise en art visuel, en disant, mais c'est un peu déconnecté, on n'est pas dans le formel, on n'est pas dans le conceptuel, on est dans un voyage, mais je me rends compte que tous les étudiants ont derrière eux des road trips, ont des quêtes de sens dans ces voyages-là, on cherche quelque chose dans ces formes-là. Et donc, d'introduire ça dans une recherche universitaire, ça devient comme quelque chose qui peut aller un peu plus loin dans la question de
des formes que peuvent prendre l'art. Comment on peut transformer l'art. En fait, c'est toujours le même problème. L'histoire de l'art est remplie de ces volontés de toujours modifier, changer, bousculer. Dans le fond aussi, comment on peut transformer le fait qu'on voyage sur une autoroute, puis on le fait tous un jour ou l'autre, voyager sur cette autoroute-là, puis ne pas voir l'espace nécessairement, mais là, tout d'un coup, on le voit vraiment d'une autre manière. Un peu comme des ethnologues, en fait. Et ça me rappelle, j'ai un exemple ici, je vais le montrer, de Carole Dunlop et Julio Cortázar. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Julio Cortázar, qui est un écrivain d'origine argentine, mais qui est français. Qui était français et qui a fait un road trip entre entre Paris et Marseille. Donc, normalement, Paris et Marseille, c'est un voyage qui prend 8 heures. Ils l'ont fait en 30 jours. Donc, c'est un peu le même type de voyage que nous, on a fait, mais en fait, sur une plus petite distance. Et eux, ils s'arrêtaient, ils ont réalisé qu'il y avait 60 haltes routières entre Paris et Marseille. Et donc, pour faire le voyage en 30 jours, il fallait qu'ils arrêtent à toutes les 2 haltes. Mais sauf qu'ils se sont dit, on arrête à chaque halte. La première halte, ça va être 4 heures. On va rester là pendant 4 heures parce que c'est la limite de temps permise. Alors, on va rester à 4 heures. Et après, on va aller dormir à l'autre halte. Et on va passer la nuit là. Et en fait, ils s'installaient et des gens venaient leur porter à manger parce que pour avoir la nourriture fraîche, eux autres, ils ne voulaient absolument pas sortir de l'autoroute. Donc, il fallait que les amis viennent les ravitailler. Donc, Et à ce moment-là, ils ont découvert toute une culture. Et c'est ça que nous aussi... Je parle de cet exemple-là parce que ce qu'ils décrivent dans leur livre, c'est en grande partie ce qu'on a découvert aussi. C'est qu'il y a une culture de l'autoroute. Et cette culture-là, elle se fait connaître si on y reste assez longtemps pour comprendre les codes. Et donc, ils parlent dans leur livre. En fait, c'est assez intéressant parce qu'ils ont vraiment un journal de bord intéressant. Chaque jour, ils vont écrire. Ils sont très ordonnés. Où ils s'en vont, d'où ils partent, où ils s'en vont, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont mangé. Et donc, ils deviennent comme des ethnologues de l'autoroute, de la route. Et c'est un peu ça qu'on fait aussi, en restant sur l'autoroute. Musique de char n'est pas intéressé par les petits chemins de campagne. On prend les grands axes routiers. Parce que, d'une certaine façon, ces axes routiers-là, c'est des axes qui ont été construits surtout pour la circulation de la marchandise. Et dans cette volonté de faire ce projet-là, il y a aussi cette volonté d'intégrer ce système-là. Les petits chemins de campagne, c'est joli, mais pour musique de char, ça apporte rien. Alors que pour les grands axes routiers, les truck stops, la culture du trucker, il y a aussi beaucoup de truckers, là. D'ailleurs, tu avais fait une performance pour les saluer. Est-ce que je parle de la performance? Ou non? OK. Je sais pas. Elle va être dans la vidéo à un certain moment. Oui, bien, c'est ça. À un certain moment, à l'intérieur du campeur, c'est sûr que moi, j'étais tout le temps en train de capter, donc j'étais dans un état un peu solitaire. Puis, des fois, il se passait pas grand-chose dans l'écoute.
Fait que c'est ça, je regardais beaucoup à l'extérieur. Je commençais à me questionner aussi sur qu'est-ce que je pourrais faire pour, je sais pas, me distraire. Fait que j'avais commencé à interagir avec les personnes à l'extérieur, du campeur, les autres voitures, par exemple. J'essayais d'attirer leur attention de différentes manières. Donc, ça faisait partie du projet aussi, je pense, d'expérimenter à ce niveau-là aussi. Mais c'était même pas une expérimentation parce que finalement, c'était plus un besoin de sociabiliser avec l'extérieur, peut-être, là, de m'intégrer aussi à la route. Donc, avec les camionneurs, entre autres, qui était je pense que c'était un de nos sujets préférés parce qu'on, dans le fond, on visitait les mêmes lieux qu'eux. On se retrouvait toujours dans des truck stops, dans des stations-service où on n'avait pas le choix de... On voyageait à côté d'eux tout le temps. Donc, puis on était à la même hauteur, on voyait tout. Eux nous voyaient, on les voyait. Donc, c'était vraiment presque un public pour nous aussi. Puis ils nous poussaient dans le derrière. Donc, avoir un gros 18 roues là, en arrière d'un camper qui ne roule pas trop, c'est très désagréable. C'est sûr que notre vitesse n'était pas... Non. J'aimerais présenter aussi... En fait, le temps passe, mais je voulais... j'avais mis... C'est que là, en fait, on a fait il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur le voyage, mais il y a aussi beaucoup de choses à dire sur le montage. Et en fait, j'avais demandé, je vais aller sur Vimeo, juste pour... C'est que la personne qui a fait le montage, en l'occurrence Andréane, a refait le voyage plusieurs fois. Elle a fait le voyage, en fait, elle a eu à revoir tous les vidéos, à enlever tout ce qu'on ne voulait plus, à synchroniser les images, parce que vous allez voir, à la fin, on travaille avec 3 caméras qu'on synchronise. Et donc, des fois, elle me disait, je regardais la vidéo, puis je trouvais que tu allais vite. Tu sais, comme si tu étais embarqué dans le projet, tu sais, un peu plus, tu me disais, hey, va plus lentement, là. Tu sais, dans ce sens-là. Donc, la personne qui fait le montage refait le voyage en quelque sorte. Et c'est ça que j'aurais aimé qu'elle vienne en parler, mais dans le fond, c'est trop frais encore. Dans le fond, il va falloir attendre un peu que ça mature. Mais tout ce regard rétrospectif de la part de quelqu'un qui n'a pas fait le voyage avec nous, mais qui l'a fait quand même, est intéressant. Et ça, moi, j'aimerais beaucoup qu'on travaille là-dessus, sur la question de la monteuse. Donc, Andréane a fait un petit teaser que je vais vous présenter ici. Find that bushing block here. Hang on, go ahead, sir. Earl Johnny was saying he's going to come back on the main here and grab those 2 plugs. Do you want to take salt from the side of the plug? Yeah, let's walk to this side. Okay, I'll send them in. You should be ready. Donc, moi, je pense qu'on a couvert la matière. Moi, je serais prête, si vous voulez, vous avez des questions. Moi, je te relancerai tout de suite, Marie-Christiane, parce que vous disiez le passage du voyage au projet. Est-ce que c'est pas justement
les protocoles, le rituel, la façon d'organiser consciemment, d'avoir un contrôle dans l'espace et le temps. Donc, j'aurais aimé ça que tu nous parles de ça parce que tu m'as raconté des choses, peut-être j'aimerais ça que tu partages avec tout le monde, là, cette façon d'organiser la journée aussi. Oui, ben en fait, c'est ça. C'est pour ça qu'on était un peu pris de court quand les journées ont commencé à raccourcir ou l'heure a avancé ou peu importe. Donc, c'est que il y avait beaucoup de matière qu'on ramassait à chaque jour. Donc, du son, plusieurs heures de vidéo, des photos prises à la caméra obscura. Donc, le matin, quand on se levait, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire, des mises à niveau, charger les batteries. Il fallait s'assurer qu'on ait toutes chargé les batteries de tous les appareils la veille. Et si c'était pas tout chargé, il fallait les charger avant de partir. Donc, on commençait comme ça. On chargeait, on vérifiait que toutes les batteries étaient bien chargées. On installait les caméras, on s'habillait et on partait. Et là, on roulait pendant 3 heures. Et pendant, bon, en moyenne 3 heures. En tant on changeait une fois de temps en temps de chauffeur. Donc, si je conduisais, Geneviève travaillait et vice-versa. Sauf que moi, je me suis rendu compte que travailler à une table, ça me donnait mal au cœur. Ça allait pas bien. Donc, c'est Geneviève qui a pas mal fait tout le travail de prise de son. Et donc, une fois qu'on arrêtait, en fait, là, il fallait vraiment tout ranger correctement selon la journée, le média, pour qu'on puisse se comprendre à la fin de la journée. Donc, notre journée était très organisée. Tant qu'on n'avait pas, ça pouvait prendre quand même 1 heure ou 2, là, tout télécharger, les documents, les vérifier, puis les ranger sur le disque dur. Puis là, on pouvait prendre notre verre de vin. Là, on pourrait dire, OK, la journée est terminée. Mais il y avait aussi la question qu'il fallait aussi trouver une place où on avait de l'électricité. Parce que ce gros camion-là, son inconvénient, c'était qu'il n'était pas autosuffisant au niveau électrique. Ça a été la grosse déception parce c'était pas le premier véhicule qu'on louait, là. Tu sais, on avait fait plusieurs tests, on avait évalué différents véhicules et tous étaient à peu près autosuffisants, tandis que lui, on n'était même pas capable de charger une GoPro pendant qu'on roulait. Il fallait, on pouvait... Il fallait s'arrêter puis brancher. Oui, il fallait brancher carrément le véhicule dans une station de camping, puis ben c'était comme ça. Ou bien on prenait l'allume-cigarette, là, on avait quelques petits instruments qu'on pouvait brancher. On s'était trouvé d'autres trucs. Oui, on a trouvé des trucs, on avait une petite batterie, donc on était correct pour une journée si on n'arrêtait pas dans une station, dans un camping. Mais... alors, aussi, on a arrêté beaucoup dans les Walmart, là, parce que le Walmart, au moins, il y a Internet, puis on peut stationner gratuitement. Donc, il y avait ça, mais on ne pouvait pas faire ça tout le temps. Il fallait toujours revenir dans un camping, brancher nos équipements. Donc, la journée était vraiment très organisée. On ne partait pas là comme ça, OK, on s'en va là, puis on était au travail. Et les uniformes qu'on portait nous confirmaient aussi qu'on était au travail. Quand on sortait, on les enlevait. Mais c'est là que j'ai pris j'ai saisi l'ampleur du costume dans les fonctions officielles. Et je comprends. Et là, je me suis dit, mais quand je vais revenir à l'école, comment je vais m'habiller? Comment on s'habille en tant que professeur? Non, mais c'est drôle, on s'habille n'importe comment, mais dans le fond, justement, on s'habille n'importe comment, tu sais. Ben, après 2 mois... C'est quoi le costume de musique de chambre? Ben, le costume, c'est la casquette orange, c'était la chemise carottée qu'on avait au vernissage, on avait un petit kit, si vous allez à la galerie en arrière, on avait notre kit d'hiver avec nos petits chandails avec des aigles qu'on a achetés au Walmart, avec notre casquette, avec
nos orignaux sur la tête, là. Mais en fait, on s'est habillés comme la même façon que les gens étaient habillés à l'automne. Comme Il y avait beaucoup de chasseurs, comme des travailleurs aussi autoroutiers, là, la casquette orange, Oui. tout. Il y avait beaucoup de... C'était ce qu'on vivait tous les jours, Exactement. finalement, là, On a ces fini personnes. Et en fait, les vêtements, c'est venu quand même sans s'en rendre compte trop. Sans trop s'en rendre compte. C'est les gens qui nous envoyaient des messages parce qu'on mettait à jour notre site Facebook, là. Et donc, les gens nous disaient, coudonc, vous êtes habillés comme des troqueux, mais c'est parce que quand on allait magasiner pour se trouver des vêtements plus chauds, c'est ce qu'on achetait parce que c'était ça qu'ils vendaient. Donc, on finissait par être habillés comme les gens qui sont sur la route. Et ça a vraiment donné le ton. Parce qu'on peut le voir. Si les vidéos qu'on voit, là, qui jouent actuellement, on les a pas encore, ces vêtements-là. Puis on voit, là, bon, ça a l'air bon. On est habillés. Ben moi, j'avais amené mes vêtements, puis je changeais. Tu sais, j'avais mes vêtements de tous les jours. Puis à un certain moment, ben là, j'ai pris conscience aussi. Je me suis dit, bon, j'essayais de m'organiser un peu plus. On a commencé à avoir un autre... à prendre conscience qu'on était filmés aussi. On était filmés tous les jours, donc, et on allait être montré. Alors, c'est drôle parce que moi, ça m'a pris du temps. Il a fallu que je voie Geneviève sortir de la salle de bain, toute maquillée, toute coiffée, pour dire, coudonc, on reste quand même juste dans le camion, là. Mais elle avait saisi qu'elle allait être filmée, donc il fallait qu'elle paraisse bien, tu sais. Puis quand je revoyais les films, quand je retournais sur les vidéos, je voyais bien que oui, bien, je devrais peut-être faire la même chose, moi, parce que là, elle venait d'élever la coche un petit peu, là. Donc, il fallait prendre soin de son image, dans le fond, tu sais. Puis, on devenait des images, là. On devenait des... Tu sais, on faisait partie de l'objet d'art, dans le fond. Donc, il fallait Est-ce que c'est avoir pas un la souci. le début des actions? Je ne sais pas si Oui. tu veux parler des actions. Les premières actions, ça a été pas mal en même temps, je dirais. Les premières actions, c'était... après les casquettes, hein? C'était les jeux de cartes. Les jeux de cartes, peut-être les jeux de cartes, j'avais pas encore de casquettes. Avec le papier, oui. Oui, j'avais des casquettes. Oui, tout à fait. Là, alors, ouais, c'est ça. Ça a été comme le départ du projet. Ça a été ce qui a comme créé. C'est quoi? Les actions, est-ce que tu C'est voudrais quoi nous les parler? Ah, les actions. En fait, bon. Dans mon cas, c'était de tester la fragilité de structures de papier alors qu'on roule. Donc, j'érigeais des structures en papier, puis là, ça roulait, puis là, je montais, puis jusqu'où j'étais capable de monter sans que ça tombe. Ou des jeux de cartes, faire un château. Ça a commencé le château de cartes. Comment je fais tenir des cartes pendant que ça roule, puis là, plier comme ça, puis mêler comme ça. Tu sais, c'était de base, là, tu sais, mais c'était de voir comment on peut monter des structures dans un véhicule comme ça qui est toujours en train de trembler. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à ramasser puis à les mettre, puis là, tout d'un coup, ça a marché, puis là, je suis partie, puis évidemment, ça s'est tout défait. Bon, il y avait ce genre de... Tu avais l'idée du cadre aussi. Je m'en Oui, souviens, l'idée quand du tu le cadre. faisais, tu m'avais dit, en plus, je veux travailler sur le cadre, tu sais, même Ben, les en fait- papiers, les structures que tu as faites après, parce qu'il y a eu des structures après dans la fenêtre. Oui, tu sais. bien en fait, c'est le plan de l'intérieur, il est venu tout seul parce qu'en prenant la caméra, on a cadré l'espace de la table où est-ce que Geneviève est assise. Et ça fait vraiment un carré, parce qu'il y a une moulure, là, carrément. C'est la partie où la cuisine, la salle à manger, la cuisine, peut sortir, là, on pèse sur un bouton, puis ça sort, puis ça rentre, là, tu sais, comme une extension comme ça. Bien, c'est un cadre autour. Donc, la caméra venait juste prendre ça, puis on était assis, alors on nous voyait des pieds à la tête. Donc, ça faisait un plein corps, là. Donc, on pouvait profiter, ça faisait comme un petit théâtre, dans le fond.
un espace. Et c'est cet espace-là qu'on a commencé à travailler. Et c'est sûr que si on avait continué le voyage, là, si on avait poursuivi ce voyage-là, c'est pas nous, ça. Si on avait poursuivi ce voyage-là, on aurait continué. Là, on était vraiment parti pour continuer ce genre de performance-là. Donc, les performances que Geneviève avait faites, elles, c'était vraiment plus performatif. Donc, C'était plus relié à l'espace avec lequel je jouais un peu à un certain moment, comme la table. J'étais assise, donc là, je me suis dit, bon, la table, qu'est-ce qui... Tu sais, elle a commencé à descendre. Elle descendait tout le temps, en fait. Il fallait que je la ramène. Fait que pour moi, c'est comme devenu un motif pour commencer à faire de la performance, finalement. Tu sais, le fait de la baisser, de commencer à me dissimuler dans l'espace aussi, parce que j'avais un vêtement que je trouvais qui ressemblait à l'espace. Donc, on dirait que dans ma tête, il était beige. À un moment donné, tu sais, on jouait avec ça. Il y avait aussi, à un moment donné, j'ai mis un écran. On a fermé dans cet habitacle-là. Il y a un rideau qu'on peut fermer, puis on isole les chauffeurs là, par un rideau. Donc, c'est beige. Et j'ai descendu une espèce d'écran en papier, le même écran que je prenais pour mes photos de caméra obscura. Et c'était de voir les jeux de lumière, des ombres qui se projetaient là-dessus. Donc, je jouais avec cet espace-là. Et Geneviève est venue travailler justement en ombre chinoise sur ces écrans-là en faisant autre chose. Donc, il y avait toujours une suite comme ça d'actions qui étaient posées à l'intérieur. Et ça, c'était vraiment intéressant au niveau de... On sentait qu'on était dans un espace particulier là, de création, comme dans un espace, comme une galerie ou un atelier. C'était rendu notre atelier, notre laboratoire, où on pouvait se permettre toutes sortes d'actions. Et c'est ça. C'est ça. Alors ça, on va les voir au fur et à mesure, surtout vers la fin. Oui. J'avais une question un peu plus technique, mais par rapport aux fréquences, est-ce que vous sélectionniez une plage de fréquences à capter ou c'était vraiment tous les... Il existe, c'est sûr qu'il existe des plages de fréquences qui sont les plus utilisées ou qui sont... moi, je les avais tous, dans le fond. Je les savais tous à peu près, les plages de fréquences. C'est plus facile sur l'autoroute 20 parce que là, j'avais déterminé toutes les plages de fréquences Sauf que sur l'autoroute, c'est un petit peu plus instinctif. Je les connaissais un peu par cœur moi-même. C'était quoi qui était fréquenté par les radios amateurs, par exemple. Parce que c'est toujours la même chose, finalement, toujours les mêmes bandes de fréquences. Sur la baie, tu parles? Ben non, même dans le Canada, tu sais, même si parfois il y avait des petites surprises ou des choses, des fois, je m'aventurais dans ce que je connaissais pas, finalement, parce que c'était bien aussi là, de me retrouver dans des plages de fréquences qui avaient des sons qui semblent même pas venir de la Terre. Là. Je ne sais pas comment dire ça, mais des fois, on entendait des choses que je ne saurais pas nommer, là, finalement. T'sais. Fait que... Des ondes, le son des ondes, des vraies ondes, l'oscillation. On entendait les oscillations. Aujourd'hui, on l'a entendu dans les radios, là. Ça crée des modulations. C'est un son vraiment ondulé, là, qui revient, puis qui s'atténue, puis qui revient, puis on l'entend. Alors, on saisit vraiment la nature des ondes, des fréquences quand on fait ce travail-là. Dans le fond, en fait, la captation était aléatoire parce que vous déplaciez, mais c'était pas aléatoire parce que tu sélectionnais un moment. Bien, ça l'était quand même, parce que ça veut pas dire qu'il va se passer quelque chose quand j'utilise la bande de fréquence. Parce que, mettons, on serait parti de... Au début, c'était ça mon expérimentation. Je me disais, je vais entendre des fréquences en partant de 0 à toutes les fréquences. Tu sais, je le laissais aller, tu sais. Mais ça n'arrivait jamais. Il se passait rien. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, ça prend une certaine bande de fréquences pour qu'il se passe quelque chose. Parce que ça peut prendre vraiment des heures avant qu'il se passe quelque chose si on part de 0 puis qu'on laisse aller la machine. Fait que c'est ça. Moi, je pensais que, justement, on pouvait entendre
en laissant les choses aller. C'est possible, je pense, sauf que ça prendrait vraiment comme une certaine patience. On peut apprendre de ça aussi. Mais c'est autant, tu sais, je pense que les personnes qui sont sur les fréquences, ils n'utilisent pas des fréquences aléatoires. Donc, il faut quand même savoir sur quoi que les gens parlent. C'est la base. Mais tu faisais quand même une recherche. Geneviève, à tous les soirs, faisait une recherche sur le tronçon qu'on allait parcourir. Elle allait sur Industrie Canada. Elle choisissait le tronçon parce que ça se vend comme ça, telle partie du Canada où est-ce que tu es. Puis il y a vraiment une carte interactive qui peut te dire quelles sont les fréquences qui sont sur les abords de la route qu'on peut rencontrer. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes qu'elles sont actives, mais elles sont là. Donc, après, Geneviève les rentrait dans le scanner, et puis là, quand on avançait, elle pouvait voir celles qui étaient actives et pas. Donc, c'est un peu ça, oui, non? sur l'autoroute 20, ça a été ça, c'était ça, sur finalement. la transcanadienne aussi. La transcanadienne, oui, j'avais fait le même procédé, sauf que des fois, j'y allais un petit peu plus, plutôt que d'avoir mon tableau avec toutes mes fréquences, là, je prenais les 2 méthodes. Je prenais celle-là, parce que ça prenait vraiment une recherche approfondie pour savoir vraiment lesquelles étaient utilisées ou pas dans le tableau. Donc, après ça, bien, je prenais aussi l'autre méthode qui était, comme je savais, par exemple, que le train était là, je voyais le train, j'étais là, j'allais sur les fréquences du train. Puis des fois, c'était, c'est ça, ça partait de ça, mais des fois aussi, j'utilisais des bandes de fréquences qui étaient, que je ne savais pas, juste pour expérimenter là-dessus, comme par exemple dans les bandes AM. Ou que là, c'est là qu'on a entendu les églises, des personnes, des prêtres parler de leur pratique. Puis après ça, bien là, tu le rajoutes dans le tableau parce que tu le sais que... Et là, ça se poursuit. Là. On entendait encore assez loin quand même. Donc, c'est ça. Tu sais, tout ça, c'est vraiment un travail... Là, en fait, je suis assez satisfaite. Je suis vraiment satisfaite de l'exposition parce qu'elle reflète vraiment l'esprit du voyage. C'était ma grande inquiétude. Comment on transmet tout ce qu'on vient de vous dire dans par une expo en art visuel? Comment on le panneau, disons, le panneau en bois que j'ai utilisé, tu sais, pour moi, il est symbolique. Je voulais tellement l'installer, mais je me disais, mais comment je vais installer un tableau, un billboard comme ça? Donc, tout d'un coup, toutes les choses sont tombées en place parce que le problème, c'est des éléments très différents au niveau en nature. Tu as le grésillement de la radio, des captures radio qui sont surprenantes. Des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va entendre. On a les photos de caméra obscura qui sont très obscures. Puis, tu as les vidéos qui sont très lumineuses. Donc, c'était comment faire pour mettre tout ensemble? Et puis, quand on a parlé, Lisanne et moi, au début, je voulais juste mettre les vidéos. Je me disais, je mets juste les vidéos. Mais ça avançait dans le temps. Je me disais, mais c'est vraiment triste de ne pas montrer les photos quand même. Tu sais, il faudrait les montrer. Donc, là, c'était tout... Quand j'ai ressorti la question du grand panneau publicitaire, disons, là, tout d'un coup, c'est venu résoudre formellement et au niveau de la luminosité le problème parce que c'est venu éteindre la luminosité des vidéos et c'est venu se rapprocher plus de la nature des photos. Donc, à ce moment-là, je pense que ça a vraiment réglé le problème des composantes. Et... Très tôt, on voulait en fait que l'écran ne soit pas vu de façon transparente, mais soit inclus dans le projet comme un élément déterminant. Tout à fait, oui. Cohérent avec, faisant partie de l'espace et ayant sa propre signification aussi. Oui, parce qu'il pourrait très bien fonctionner sans les vidéos, mais il fonctionne très bien avec les vidéos aussi, là. Donc, nous, en fait, tout ce que je souhaite, c'est que ce projet-là puisse continuer, que les étudiants puissent continuer à participer, que ça soit un peu dans
qu'il y ait une suite à ça, parce que c'est très nourrissant. Là, je ne vous ai pas parlé de tous les facteurs émotifs, les facteurs que la vie, c'est le mouvement, la création, c'est le mouvement. J'avais toutes ces phrases-là, parce que c'est ça qui me venait au fur et à mesure que j'avançais. Le mouvement, c'est la création. Il n'y a que de création que dans le mouvement. Tu sais, j'arrivais avec des phrases comme ça qui pour moi, sont porteuses puis qui sont vraies. Donc, j'aimerais embarquer d'autres personnes, tu sais, continuer avec ce projet-là, mais qui est comme... qu'il y ait une caravane, tu sais, dans le fond, c'est ce genre de projet-là, tu sais, une caravane, tu sais, d'artistes ou d'étudiants qui partent, puis on travaille comme ça à chercher comment on peut présenter des artefacts ou des documents qu'on ramasse sur la route, là, tu sais. Bien, c'est ça, dans le fond, c'est sans doute aussi... c'est sûr que pour un étudiant, ça peut être intéressant, mais je pense pour tout le monde aussi, pour le public aussi, même à un moment donné, on en parlait, que peut-être embarquer des personnes qui vont pouvoir voir ou être là, vivre ce moment-là. Puis je pense que plus qu'il y a de gens qui le vivent ou bien qu'il y a une interaction, qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a un partage, bien, c'est un peu, ça va apporter des cordes de plus au projet parce que dans le fond, moi, justement, j'ai appris de la petite machine, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'ajouter, beaucoup de petites machines, beaucoup de performances, oui. Beaucoup de pratiques qui peuvent s'affilier à ça. Exactement, des poètes. En fait, ça dépend toujours qui monte à bord, en fait. Qui monte à bord, c'est ça. Qui monte à bord va venir changer le projet. Le dispositif. Ouais. C'est un peu ça. C'est une belle conclusion. Oui, hein? C'est une belle chute. Il y a une ouverture puis une conclusion. On cherchait le moyen. On va suivre les suites. Marie-Christiane, on continue peut-être à échanger informellement. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Merci d'être venue. Merci.